parlez-vous de grands, petits sujets à propos de galanterie? Bonsoir. Parce qu'il y a 400 ans qu'on en débat, qu'apparemment ce sont des questions de politesse, éventuellement de séduction, ou de genres artistiques qui ont été considérés longtemps... Ce sont les trois facettes dont vous parlez d'ailleurs dans le livre. Comme des petits genres, et qu'en fait c'est un sujet révélateur d'énormément d'enjeux de société, de morale et de politique. Alors en quoi cette galanterie est-elle spécifiquement française? Pourquoi parler de mythologie française? Parce que si bien sûr la politesse, l'amour et l'art se sont développés partout dans le monde, et en particulier en Europe sur des sujets qui sont abordés là, c'est en France que c'est devenu une sorte de style qui a été revendiqué comme un style national très tôt. C'était en 1650, c'est ça, c'est ce que vous Oui, c'est au milieu du écrivez, XVIIe siècle, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, justement? Il s'est passé deux choses. D'un côté, politiquement, on sortait d'un siècle de troubles. Le pays avait besoin de renouveler ses élites. Et on a cherché des élites qui soient des élites cultivées, intellectuelles, plutôt que des élites de la naissance aristocratique. Et de notre côté, c'est un moment où la revendication féminine, en est en lien avec le sujet précédent, la revendication féminine du droit à la parole et du droit à l'intervention dans la vie culturelle est particulièrement forte. Les deux se sont concrétisés dans ce mouvement qu'on a appelé à ce moment-là le mouvement galant. En lisant votre livre, on sent que cette galanterie, apparue donc au milieu du XVIIe siècle, vous l'avez dit, n'a cessé d'évoluer. Et comme vous l'avez dit aussi, qu'elle est un enjeu social, culturel, qu'elle donne aussi à réfléchir sur la place des femmes durant les 4 derniers siècles. Oui. Et il y a à cet égard une métamorphose, peut-être le mot est-il excessif, mais quand même, qui fait que là où historiquement, ça a d'abord été une prise de parole de femmes comme Madeleine de Scudéry, comme Marie-Catherine de Villedieu, etc. Il y a eu, après la Révolution française, un temps de prépondérance bourgeoise pudibonde qui a refoulé la parole féminine et où la galanterie est devenue très inégalitaire, où si l'on était très courtois avec les dames, c'est parce que les hommes étaient forts et les femmes faibles. Vous reprenez d'ailleurs cette phrase de Gisèle Halimi, bien plus tard, dans La cause des femmes, qui disait « Il faut éliminer purement et simplement la galanterie en ce qu'elle recouvre une approche dominatrice de l'homme ». Oui, et c'est au cœur de débats actuels, puisqu'aujourd'hui la galanterie, c'est encore pour une part la politesse, raffinée, distinguée. C'est pour une part dont on ne parle peut-être pas assez, un style artistique qui fait courir les foules quand il y a des expositions sur Watteau. Oui, Watteau, voilà, que vous citez énormément. C'est aussi un style artistique que l'on trouve chez les grands couturiers, comme emblème du luxe à la française. Mais c'est également, dans certains cas, la drague. Et il est évident que ça ne peut que déclencher des débats. Le livre est fait pour essayer, non pas d'entrer dans le débat pour prendre position, mais d'apporter... Vous ne prenez pas vraiment de position, justement, et c'est ça qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous apportez toutes les nuances autour de cette notion. Alors, vous le dites au début du livre, on est en pleine époque MeToo, post-MeToo, et quand on lit, par exemple, la fameuse tribune signée par Catherine Deneuve, Catherine Millet, qui défendait une liberté d'importuner, est-ce qu'elle s'inscrit ou pas dans cette mythologie de la galanterie française? Comme c'est un mythe, c'est multiple. Une des facettes a été d'imaginer que c'était un art de draguer. Elles s'inscrivent donc dans cette lignée-là. Mais il y en a d'autres. Et je pensais que le rôle du chercheur, c'est une question de déontologie du chercheur, c'est d'apporter toutes les informations pour que chacun puisse juger librement. Alors, certains, comme Alain Finkielkraut, vous le citez dans le livre, estiment que cette galanterie doit retourner, s'inscrire dans le nouveau grand récit national qu'on devrait inculquer, notamment aux enfants, dans les écoles. Ça, c'est une réalité aussi. C'est aussi une réalité. Les choses sont présentes en même temps et de façon contradictoire. Le travail du chercheur, c'est d'instruire tous ceux qui débattent, tous ceux et toutes celles qui débattent, pour que leurs arguments soient les mieux informés possibles. C'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas. Et je recommande la lecture donc de votre livre, La galanterie, une mythologie française, aux éditions du Seuil. Vous le dites plusieurs fois dans le livre, cette galanterie, on l'a déclarée morte plusieurs fois.
En tout Elle cas, résiste. elle existe toujours aujourd'hui et on fait toujours débat. Voilà, un très bon livre avec notamment cette illustration et ces photos de Yinka Shonibaré, justement, qui s'est amusé, voilà, un créateur, voilà, qui s'est amusé avec ces images et ces costumes d'empire avec du wax. Voilà. Merci Alain Viala d'avoir été avec nous.